Nous allons sillonner ce soir la Provence pour découvrir un certain nombre de propriétés, et en particulier des châteaux, puisque si l'on en juge certains historiens de l'art, on a longtemps prétendu que la Provence était une terre très pauvre en châteaux, si on la comparait au Bordelais, au Val-de-Loire, à l'Île-de-France, et on a très souvent dénigré la Provence en considérant que un autre type architectural s'était développé et avait fait florès, celui de la Bastide, ce qui était par là méconnaître et nier l'existence de plus de 300 châteaux qui structurent le territoire provençal et dont une large part rivalise très largement avec les grandes réalisations que l'on a vues fleurir en Île-de-France ou dans d'autres régions extrêmement attractives et qui ont connu un autre destin que la Provence. Nous allons donc ce soir nous attacher à l'architecture et au décor intérieur avec déjà une première interrogation. Les châteaux de Provence, qu'est-ce qu'un château dans l'Ancien Régime? Aujourd'hui, vous n'ignorez pas que le terme est largement galvaudé par un grand nombre de domaines, y compris viticoles, qui se sont arrogés ce terme, alors qu'en réalité, jusqu'à l'abolition des privilèges, n'est pas château qui veut, un château est toujours associé à une terre noble, qu'il s'agisse d'un fief ou d'un arrière-fief, et son propriétaire est toujours seigneur du lieu. Là où la Bastide peut appartenir à un bourgeois ou à un aristocrate, peu importe, c'est une maison de rapport, comme vous le savez, avec son domaine et ses bâtiments d'exploitation. Le château est donc l'épicentre d'une seigneurie, et nous verrons que cela revêt une valeur toute particulière, puisque, en effet, cela a entraîné au XVIIe et au XVIIIe siècle en Provence la constitution d'un profil de château très spécifique que l'on ne trouve pas particulièrement dans d'autres provinces, et c'est ce qui fait que la Provence a sous cet aspect un certain nombre de singularités. C'est un attachement viscéral des Provençaux aux formes architecturales du passé, en tout cas du Moyen Âge et de la fin du Moyen Âge, et vous verrez qu'à la période moderne, c'est-à-dire au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, cette architecture de villégiature pour la plupart du temps, ou en tout cas cette architecture castrale, a été largement pénétrée par des réminiscences de toutes sortes. Peut-on passer en mode diaporama peut-être? Nous allons examiner déjà un premier aspect. C'est dans la typologie, on est au XVIIIe siècle ici, donc ne soyons pas surpris. Un premier aspect qui mérite déjà d'être interrogé, c'est dans la déclinaison et dans la typologie de l'habitat nobiliaire au XVIIe et au XVIIIe siècle en Provence, l'existence de bâtiments qui ne sont pas des châteaux, mais qui sont ce que l'on peut appeler des pavillons. Ces pavillons, ce sont des édifices qui sont en général utilisés que pour une journée ou deux tout au plus, qui n'ont pratiquement pas de fonction résidentielle, qui sont des lieux récréatifs. Et voici par exemple un pavillon bâti en 1709 par Joseph de Janson, près de Fort-Calquier, qui est défini comme tel, qui porte d'ailleurs le nom de Trianon lorsqu'il sort de terre. Et ce pavillon d'agrément, avec cette terrasse flanquée de pigeonniers et ces jardins qui se déploient en de rampantes voussures au-dessus de la plaine de Man, et donc une construction qui, malgré ses tours, n'est ni une bastide ni un château, mais un pavillon d'agrément. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme nous avons un certain régime, je vais vous mettre à profit régulièrement pour vous montrer que ces pavillons peuvent parfois être caractérisés par une ambition architecturale véritable. Voici celui que la marquise de Saint-Lambert, la marquise de Lioux, a fait bâtir dans les monts de Vaucluse, à la frontière du comtat venessin et de la Provence. Nous sommes là au milieu du XVIIIe, et vous voyez que là aussi, le pavillon est marqué par 3 travées de fenêtres, flanquées par déchaînage d'angles à refend, un portail qui met en scène la façade principale, et seule la façade du pavillon s'ouvrant sur le jardin est traitée en pierre de taille, le reste des façades étant en moellon de blocage, comme en témoigne cette vue, où vous le voyez, l'un des attraits principaux du pavillon, c'est de bénéficier, lorsqu'on vient l'occuper, des attraits et des aménités d'un jardin. Celui-ci est d'un dessin bien entendu récent, mais d'après les inventaires révolutionnaires, nous savons que la marquise de Lioux entretenait un parterre de buis très abondant devant cette élégante façade, faite bien entendu abstraction des 2 ailes qui abritent des orangeries et qui constituent des additions du XXe siècle. Passons aux diapositives suivantes, et ainsi qu'à la suivante si vous le voulez bien, parce que cette mode des pavillons a connu un continuum jusqu'à la Révolution. Et voici par exemple le pavillon de Biden à Lambesc, qui fut bâti pour les archevêques d'Aix, qui est un pavillon de l'extrême fin du XVIIIe, marqué, vous le voyez, par des chaînages à refend. Il a une composition très néoclassique avec cette corniche denticulée, et la décoration intérieure suit évidemment la mode du temps et revêt souvent une charge décorative très fournie. Vous connaissez tous le pavillon de Vendôme, qui est une création du milieu du XVIIe. Et bien jusqu'à la veille de la Révolution, cela se vérifie. Passons à la diapositive suivante pour mieux comprendre aussi un aspect. Voici Biden, côté jardin, avec l'escalier à double volet parallèle. Voici un cliché qui vous montre que la fonction récréative des jardins était déjà bien perçue et bien présente au XVIIIe. Et puis voilà un premier plan
que je me permets de vous montrer parce qu'il témoigne bien de la porosité qui existe dans cette typologie architecturale entre ces différents édifices. Le bâtiment que voici n'a qu'un seul étage d'élévation, il accoste des bâtiments d'exploitation qui comprennent une chapelle, et vous voyez que c'est une maison assez modeste. Et pourtant, l'architecte aixois qui commet ces plans les commet pour un riche parlementaire dont la famille a été fraîchement anoblie, M. de Morlaix, comme vous aurez dit Pontchartrain, l'une de ses fortunes beaucoup trop vite faite, mais qui souhaite faire bâtir un château. Et voici ce qui est qualifié de château au XVIIIe siècle en Provence. Pourtant, on croirait plus volontiers à une bastide un peu dilatée, voire même peut-être à une réminiscence d'un pavillon. Ce bâtiment est resté sans lendemain parce que la fortune de l'intéressé a été rapidement obérée, mais néanmoins, je me permets de vous montrer ces plans parce que, évidemment, cette lecture des bâtiments est très complexe. Diapositive suivante, nous montrerons un exemple comparable, le pavillon de Victoire à Vernègue, qui reprend peu ou prou la même composition architecturale, qui en fait est un pavillon qui se trouvait à Ménherbe, qui fut entièrement démonté par la famille Double de Saint-Lambert, dont le souvenir évidemment est tout à fait attaché, n'est-ce pas, à Marseille, avec la comtesse Pastré. Et ce pavillon qui fut rebâti à Vernègue reprend volontiers, vous l'avez compris, ce que vous venez de voir à La Roquette, à Montmélian, ce château resté sans lendemain, mis en chantier par les Morlaix. Nous pouvons également évoquer un aspect prépondérant de l'architecture castrale et qui va connaître lui aussi un continuum très durable, c'est l'omniprésence de symboles féodaux, et ce très tardivement dans l'architecture provençale. Nous voici aux portes d'Aix, au seuil d'Aix, entre Aix et Saint-Canat, sur l'ancienne route royale qui reliait la capitale de la Provence à Avignon. Voici le château de Saint-Louis, que l'on appelle aujourd'hui la Calade, qui fut bâti par une famille de parlementaires aixois, les Duranty. Et sachez que ce château propose un très bel exemple d'un plan qui a fait Florès, un logis quadrangulaire, assez modeste, n'est-ce pas, par ses dimensions et par son emprise au sol, flanqué initialement de 4 tours, il n'en reste plus que 2 qui encadrent la façade orientale, et ces tours sont des tours circulaires qui n'ont aucune fonction défensive, mais qui permettaient au château d'afficher, pour ce parlementaire qui n'était aucunement issu de la noblesse d'épée, d'afficher un plan qui rappelait volontiers celui des logis féodaux, seigneuriaux, cantonnés de tours, et que l'on possédait et que l'on voit dès l'époque médiévale. Vous remarquez également que les façades qui ont été en partie refenestrées au XVIIIe siècle ont conservé pour partie des fenêtres à croisées en pierre. Ces croisées datent du XVIIe siècle, puisque ce château est sorti de terre au début du XVIIe, et pourtant, vous le voyez, ces fenêtres ont été prévues. C'est assez archaïque, n'est-ce pas, puisqu'on connaît ce genre d'huisseries et de fenêtres dès la période médiévale, mais cela participe à cette volonté de tradition qui anime ces seigneurs provençaux. Nous pouvons passer aux diapositives suivantes pour mieux apprécier ce programme et pour mieux comprendre comment il se répartit. Monsieur de Duranty vous joue un tour. Voilà donc la façade nord, et voici le mur des chiffres de l'escalier avec des trophées militaires qui sont là pour exalter des vertus guerrières. Et puis dans certains cas, certains seigneurs se sont offerts à la même période des escaliers qui commencent à être déjà assez audacieux, à l'instar de celui du château de Moissac, près d'Ops, dans le Haut-Var, où vous le voyez, ce n'est pas un escalier rampe sur rampe, mais un escalier à jour central qui fut aménagé par la famille de Coriolis, un autre vieux nom d'Aix. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous avez, à travers le cas d'Eguine, un exemple parfait de ce que j'évoquais à l'instant. Ce bâtiment, qui appartenait, enfin cette seigneurie qui a appartenu aux Sabrans, passe entre les mains d'une famille aixoise, la famille de Gauthier, et les Gauthier d'Eguine vont, au XVIIe siècle, entièrement refondre le château et conserver à dessein ce plan. Ici, vous voyez que le logis principal, qui est cantonné de 4 tours, aligne un nombre de travées plus important, 3 niveaux d'élévation sur un rez-de-chaussée et des bas-offices, et le bâtiment se trouvait au centre d'un village qui fut très progressivement épierré par les propriétaires pour pouvoir isoler le village du château. Et vous remarquez qu'il y a ces toitures en tuiles vernissées, sur lesquelles nous reviendrons, que d'aucuns jugent bourguignonnes ou étonnantes en Provence, alors qu'en réalité, vous le verrez, elles étaient extrêmement nombreuses et participaient à la grammaire ornementale de ces édifices. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici une vue aérienne d'Eguine. Je vous ferai remarquer que, outre l'agglomération qui a donc été déplacée et ce qui a permis la création de ce réseau de jardins extrêmement complexe, desservi par des rampes à double volet parallèle et un réseau de terrasses, vous remarquerez qu'il y a un mur d'enceinte qui vient clôturer, depuis le milieu du XVIIe, l'espace castral. C'est-à-dire que la seigneurie, évidemment, s'étendait bien au-delà, mais il y a un mur de clôture qui vient rappeler
symboliquement une enceinte castrale, et surtout 2 pigeonniers, eux aussi couverts, alors non pas de tuiles écailles, mais de tuiles creuses émaillées, sont là pour redonner une trame typiquement médiévale à ce jardin qui est pourtant parfaitement baroque. Ce genre d'ambivalence sont loin d'être rares, et nous verrons qu'en Provence, elles fondent vraiment la spécificité des châteaux de la région. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On pourrait citer, non loin de là, le cas de Fabrègues, près d'Ops, qui est un château qui a malheureusement connu des transformations assez importantes et assez, comment dirais-je, éloignées de ce qu'était l'édifice initialement. Néanmoins, le plan est analogue, et vous le voyez, les tours qui sont ici viennent se raccrocher à un logis, avec, avant même que les façades ne soient réenduites, on le voyait nettement, des traces de collage, ce qui montre bien que les maçonneries ont été ajoutées. Ces tours sont vraiment là pour le caprice, comme vous l'aurait dit Clotilde de Gardanne quand elle visita le château de son beau-frère, et pas du tout pour la défense. Vous remarquerez en outre que les fenêtres s'alignent dans un garde-à-vous parfait, y compris sur ces tourelles qui abritent de petits cabinets, des boudoirs et des pièces souvent assez modestes. Diapositive suivante, je vous prie. Un cas nous est fourni également, un cas très éloquent par Vauvenargues. Ici, il est à noter que les clapiers séguirans, qui eux par ailleurs se sont illustrés dans les armées, ont envisagé, par d'importants travaux de remblai, la constitution en plein milieu du XVIIe siècle de cette très importante enceinte, qui vient elle aussi donner un caractère extrêmement martial à l'édifice, qui est pourtant un édifice de plaisance. Et les décors intérieurs reprennent cette grammaire, puisque le grand salon que Picasso avait transformé en atelier, et qui était jadis tapissé de cuir doré et gaufré de facture avignonnaise au XVIIe siècle, est entièrement une célébration des vertus guerrières, et notamment du dieu Mars. Voilà vraiment le type de décor qui séduisent à cette période. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici une vue de Vauvenargues avant son récent ravalement. Vous remarquerez qu'un type de fenêtre voit également le jour à cette époque, rappelant parfois d'ailleurs, quand on les voit sur les tours, les canonnières de la période médiévale. Ce sont les oculi qui ici viennent ventiler des galetas, des greniers. Et sachez que les tours qui sont ici couronnées de tuiles creuses, de tuiles canal, étaient elles aussi dotées de tuiles écailles quand ce château a été remanié au milieu du XVIIe siècle. Oui. Question Alexandre, est-ce que tu peux nous parler de la partie haute? Alors la partie sommitale. Il y a la même chose ici. Alors la partie sommitale permettait tout simplement de dégager un volume suffisant pour éclairer la cage d'escalier qui occupe la partie centrale du logis, puisque nous sommes ici au XVIIe siècle, point de couloir, les pièces se commandent, et l'escalier, en fait, qui est accessible par un vestibule qui prend le jour par la façade ouest, est effectivement au centre du bâtiment. Donc ce genre de pavillon qu'on voit dépasser, en fait, signe un escalier. Vous verrez que dans certains cas, on a conservé, et vous le verrez dans un instant, des tours médiévales qui forment une sorte de colonne vertébrale au centre du château. Tout ce qui peut augmenter la hauteur d'un bâtiment, même au XVIIIe siècle, vous verrez, pour la noblesse, ça compte, parce que ça permet véritablement de constituer des tours ou des réminiscences de tours, c'est-à-dire des pavillons. Passons s'il vous plaît à la diapositive suivante, parce que ces cas peuvent être répétés d'une manière analogue. Voici encore un autre bel exemple, par Beauregard, à Mons, dans l'arrière-pays grassois, château qui, vous le voyez, n'excluait pas, dès le XVIIIe siècle, d'importants parterres de buis. Ce château a été malheureusement récemment vendu après être resté entre les mains de la même famille pendant près de 3 siècles. Et vous le voyez, là aussi, les tours sont vraiment très modestes. Elles ont un diamètre d'à peine 4 mètres. C'est extrêmement réduit. Peut-être devrait-on même parler de tourelles si l'on voulait être très juste. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ces quelques exemples appartenaient à des familles de la noblesse provençale, d'une noblesse distinguée, mais il y a une frange extrêmement lettrée, extrêmement prospère en Provence, que l'on a longtemps oubliée, en tout cas que l'on a longtemps méconnue, et qui, vous le verrez, a largement rivalisé avec les grandes familles françaises, et en tout cas les grands noms de France. Un exemple de choix nous est fourni par Henri de Forbin. L'homme que voici, premier président au Parlement de Provence, qui avait hérité par sa famille paternelle de la seigneurie d'Oppède en Comte-Avenessin, une baronnie pontificale extrêmement prestigieuse. Cet homme, qui fut correspondant de Colbert, de Louvois, et qui est ici portraituré par Laurent Fauchier, un peintre aixois, et ici par Pierre Mignard, excusez du peu, portrait remarquable conservé au musée Carnavales, qui accrédite le prestige de cet homme. Ce personnage, dont Madame de Sévigné a laissé des descriptions enthousiastes, était un homme d'État, et passons aux diapositives suivantes, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'il a possédé toutes les déclinaisons d'édifices que nous évoquons. En contrepoint de l'hôtel Meignier d'Oppède qu'il habitait face à la cathédrale à Aix, et que vous connaissez tous, il possédait une bastide au sud de la ville, aux Fenouillères, ainsi qu'un pavillon à la Phare-les-Oliviers,
Ce pavillon a été agrandi par les Bonneval au XVIIIe. Les deux ailes latérales sont des adjonctions. Mais initialement, le superbe escalier en pierre de calissane que voici, à deux volets parallèles, desservait un premier étage où se polarisaient les espaces de réception. Les écuries et les communs étaient situés au rez-de-chaussée. Et ce premier étage permettait simplement de dominer d'importants jardins et de recevoir dans la ruelle d'un lit, à proximité d'une antichambre, les quelques visiteurs que l'on pouvait avoir à la campagne. Passons aux diapositives suivantes, s'il vous plaît, parce que ce bâtiment qui est couronné d'une puissante corniche met en scène ce superbe nymphée avec ses trois belles statues en pierre de calissane qui sont sans doute des dépouilles de la statuaire très riche de ce parc qui a évidemment en partie disparu au cours du temps. Et puis, diapositive suivante, vous remarquez que si plusieurs artistes sont identifiés, notamment Grosfils, qui était un sculpteur parisien et qui est peut-être l'auteur des statues que je vous montrais, Henri de Forbin-Open, en plein milieu du XVIIe siècle, avait créé un bâtiment qui était couronné de cette puissante corniche avec des mascarons crachant l'eau des toitures, et pour donner une certaine puissance au bâtiment, ces chaînages d'angles à refend qui sont un peu talutés et qui viennent flanquer l'édifice. Passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît, parce que voilà en réalité, en contrepoint de ce pavillon, le type de château qu'Henri de Forbin avait mis en chantier à partir des années 1665 et qui vous donne une excellente idée de l'ambition architecturale qui a caractérisé un certain nombre de Provençaux. Malheureusement, le château que voici est resté en partie sans lendemain, alors que s'il avait pu être achevé, la Provence aurait l'équivalent d'un Vaux-le-Vicomte aux portes d'Aix. Ce château, figurez-vous, qui est l'œuvre dont les dessins ont été commis par Cottard, qui était un architecte parisien extrêmement en faveur dans le Marais, notamment à cette époque-là, et qui a travaillé pour toutes les plus grandes maisons de France, est un château qui devait voir le jour à Pérols, dans la vallée de la Durance, au nord d'Aix, où à la faveur d'un échange avec Louis XIV, Henri de Forbin abandonne les salins de Berre qui offraient de substantiels revenus, bien sûr, et le roi lui concède une seigneurie qui avait appartenu au roi René, Pérols, donc qui était attachée à un certain prestige, n'est-ce pas? Et cet homme projette de faire bâtir ce château qu'il met en chantier, et les coupes, alors remarquables parce que les élévations que l'on conserve grâce aux planches de Cottard vous fournissent une idée du programme sculpté très riche, de ce corps central, de ces pavillons latéraux, de ces pots à feu, enfin un programme à la Levaux, auquel, diapositive suivante, s'ajoutait une distribution intérieure extrêmement étudiée, puisque avec ce grand salon à l'italienne centrale, dont vous le voyez, les murs étaient constellés de niches, c'est que Henri de Forbin était protecteur de Pierre Puget, extrêmement lié à Christophe Verrier aussi, donc il y aurait peut-être eu la fine fleur de la sculpture provençale et française de la période. Je me permets de passer aux diapositives suivantes pour vous montrer la qualité de la distribution projetée. Nous sommes ici dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et la distribution de ce château de grand prestige s'organise à partir d'un salon central. Et vous le voyez, ce salon est encadré par des appartements de parade. On recevait dans la ruelle de Sonly à cette époque-là, qui sont complétés par des cabinets. Le rez-de-chaussée et les bas-offices occupent une partie du château médiéval qui a été réutilisé. Et vous le voyez que finalement, de salon, il n'y a que la pièce centrale qui sert de rotule et qui est vraiment le morceau de bravoure des espaces de réception. Vous voyez que le château était normalement ceinturé de douves et les planches de Cottard précisent, ce qui est une précision tout à fait inestimable, qu'André Le Nôtre, excusez du peu, avait fourni les plans des jardins qui devaient assortir ce château. C'est le seul cas dans l'état actuel des connaissances pour lequel nous avons une attestation et une mention d'André Le Nôtre en Provence. Il n'est probablement pas venu in situ, mais il a fourni des plans. Il est très pertinent de passer à la diapositive suivante, et je vous remercie, Guy, parce que voici un plan du château actuel qui, lorsqu'Henri de Forbin-d'Oppel a rendu son dernier soupir en 1671, assez jeune, laissant lui aussi une fortune obérée à son fils vend la seigneurie, et c'est un proche parent qui la rachète, monsieur de Lorrain, et les Lorrains, qui sont des gens de leur temps, finissent quelques décennies plus tard par opter pour un tout autre programme architectural. Vous avez ici, et vous le reconnaissez sans doute, une partie de la trame du château que je vous présentais, qui a donc été commencée. Sauf que l'état d'avancement était si modeste que finalement le parti architectural de Cottard, sans doute jugé démodé, et puis peut-être trop ambitieux pour la bourse des Lorrains, a été abandonné. Et vous voyez qu'ils ont envisagé un château dont le plan est quand même incomparable, si l'on en juge la qualité de cette grande cour d'honneur encadrée par des écuries, par toutes sortes de salons. La distribution qui s'est vraiment complexifiée à partir du XVIIIe vous montre que d'ailleurs les salons sont fragmentés, sont spécialisés, salon d'été, salon d'hiver, salon de compagnie, salon d'assemblée. Mais vous voyez à quel point il est très important
d'adosser ce château du XVIIIe, qui reprend le parti des grands hôtels parisiens, somme toute, à un château médiéval, sur un site de perchement, tout ça permettant de s'inscrire dans une filiation. Et passons donc, s'il vous plaît, aux diapositives suivantes, parce que d'autres familles vont même scrupuleusement respecter le legs du passé. Nous voici à la Tour d'Aigle, dont vous connaissez tous les ruines superbes, ce très beau château qui fut bâti à la fin du XVIe siècle par une famille qui possédait un pied en Piémont et un pied en Provence, la famille de Boulier-Saint-Al. Quand il est la propriété d'une riche famille d'armateurs marseillais, les Bruni, qui au début du XVIIIe liquident toutes leurs activités mercantiles à Marseille, qui sont de mauvais ton, et s'érigent en grands seigneurs, eh bien, la Tour d'Aigle est pour eux un château qu'ils s'offrent dès les années 1720, mais il n'apporte pratiquement aucun remaniement structurel. Ils conservent très volontiers la trame architecturale, qui pourtant a 2 siècles, qui est pourtant peut-être démodée, mais qui leur permet, à défaut de s'être glissés dans le lit d'une vieille famille, et en tout cas d'avoir glissé dans leur lit une demoiselle de ces familles-là, de pouvoir au moins s'arroger, s'agréger à cette noblesse. Ils conservent donc le portique, les pavillons, le donjon central, ce qui ne leur empêche pas de réunir de très volumineuses collections. Alors, c'était des collections minéralogiques et scientifiques essentiellement au XVIIIe, mais c'est un cas intéressant. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici une vue de la Tour d'Aigle, évidemment, avant le terrible incendie qui a malheureusement ravagé cet ensemble. Nous sommes là au XVIIIe siècle et vous voyez que malgré le temps qui a passé, malgré les évolutions, les pavillons qui constituent une réminiscence des tours et qui flanquent la cour d'honneur, le grand portique, ainsi que le donjon avec ce dôme et ce lanternon, ont été conservés en dépit de l'immense fortune des Bruni. Et puis cette gravure, bon, la résolution est malheureusement insuffisante, montre ça et là des crénelages, des créneaux et des merlons, qui montrent bien que tout ce qui peut rappeler le Moyen-Âge est bien vu. Nous pouvons voir sur cette vue plus tardive du XVIIIe les appartements et notamment l'aile que voici à l'est où se trouvaient les très très volumineuses collections de Jean-Baptiste de Bruni, notamment un cabinet de minéralogie qui fut célébré par tous les grands esprits du XVIIIe qui s'arrêtaient à la Tour d'Aigle pour rendre visite à ce personnage, tout à la fois esprit des Lumières, mais aussi grand partisan de la réaction féodale et nobiliaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il est à noter que si l'on ne touche pas à l'architecture, on peut bien entendu malgré tout toucher au jardin. Les jardins de la Tour d'Aigle, qui avaient déjà été aménagés par Chrétienne Daguerre et qui avaient déjà connu plusieurs campagnes au XVIe et au XVIIe siècle, vont au XVIIIe siècle connaître un agrandissement exponentiel, avec en particulier la création d'un parc extrêmement étudié, avec, vous le voyez, des allées cavalières, une importante fabrique de faïence au centre du parc, qui d'ailleurs atteste une particularité de la noblesse provençale, pouvait s'adonner à des activités industrielles sans déroger, contrairement à d'autres provinces françaises. Et la fabrication de faïence est quelque chose de tout à fait courant dans la noblesse. Monsieur de Denis à Goult crée une faïencerie non loin de son château, et les Bruni envisagent cela en demandant même d'ailleurs l'autorisation qui leur sera refusée de produire de la porcelaine, preuve que ces châteaux peuvent être résidentiels certes, mais aussi industriels, et même nous le verrons avoir d'autres fonctions tout à fait inattendues. Et quand le bâtiment n'a pas forcément la capacité ou n'a pas une qualité architecturale particulière, eh bien, certains seigneurs ont vraiment pris le parti de jouer les archaïsmes jusqu'au bout. Nous sommes ici à l'ouest d'Aix, à Aiguille. Madeleine de Boyer d'Aiguille, qui est une veuve pour qui visiblement le veuvage a été un bâton de maréchal, puisqu'elle a visiblement su mettre à profit le temps qui lui a été consacré et la fortune qu'elle a recueillie. Cette jeune veuve a entièrement rebâti ce château. Et vous le voyez, nous sommes là dans la deuxième moitié du XVIIe, et pourtant, tout est empreint, là aussi, de réminiscences au passé. Cet alignement de fenêtres à croisées, ces chaînages d'angles à refend qui rappellent volontiers les bossages, chaînages qui sont, vous le voyez, un peu harpés, alternés. Et puis, ces bases des pavillons qui sont tallutées, puis ces 2 petites ailes, qui, vous n'ignorez pas, rappellent un peu de loin quand même la silhouette de 2 tours encadrant un logis. Nous sommes là en pleine période baroque, mais vous voyez qu'on ne s'émancipe pas des formes du passé. Et évidemment, un aspect prépondérant qu'il est important de constater, c'est que si Aiguille se trouve encore au sommet et au centre d'un village, beaucoup de seigneurs provençaux vont là où certains franciliens ou certains bordelais vont essayer de choisir des sites aimables pour installer leur château, pouvant créer par là de grands parcs, créer de grands espaces. Beaucoup de Provençaux, dans cette logique de filiation avec le passé, vont en plein XVIIIe siècle maintenir à tout prix l'emplacement d'un château médiéval en dépit de contraintes invraisemblables. Nous sommes ici dans la vallée de la Durance, à Loris, la famille d'Arlatan, une famille d'origine hébraïque qui s'est agrégée à la noblesse
et qui a tenu un rôle déterminant au Parlement d'Aix, achète la seigneurie de Loris, et vous le voyez, ce site castral sur un piton rocheux dominant la Durance est conservé. Le château est entièrement remanié par Sextius d'Arlatan, et au prix de remblais impressionnants et cyclopéens, vous le voyez qu'un réseau de jardins a été patiemment constitué à la faveur de ces terrasses suspendues, qui ont d'ailleurs provoqué, après une patiente politique d'acquisition, le démembrement d'une partie du village pour pouvoir le démanteler, l'épiérer et créer des jardins. Mais que de contraintes pour arriver à un tel résultat. Peu importe, vous l'avez compris, c'est le site qui ici était tout aussi déterminant que la famille et sa fortune. Diapositive suivante. Si je devais citer un cas quasiment révélateur et même emblématique, c'est celui de la Barbin. Jusqu'à un passé très récent, la Conservation régionale des monuments historiques avait d'ailleurs refusé à classer ou à protéger ce château parce que, de prime abord, elle considérait que tous ces crénelages, toutes ces courtines, toutes ces tourelles, c'était du néo-gothique du 19e, c'était un château qui avait été apparemment violé par le duc, et si j'ose dire, et par conséquent, tout cela n'était vraiment qu'un habillage troubadour. C'était par là totalement ignoré l'existence très répandue en Provence d'une architecture que l'on peut qualifier de néo-féodale et qui était très très importante au XVIIe et au XVIIIe siècle. Figurez-vous que, hormis la tour qui est ici et celle-ci, qui ont été rebâties après le tremblement de terre de 1909, tous les crénelages, tous les machicoulis sur console que vous voyez datent du XVIIe siècle, ont été créés à une époque où tout cela ne sert plus à rien, ont été créés là aussi pour pouvoir exalter le caractère médiéval de ce château, qui a appartenu au Pont de Vèze, qui a appartenu au roi René, et la famille de Forbin-la-Barbin, qui en était propriétaire, a essuyé une révolte importante, la révolte des Cascavel en 1630, où la région d'Aix a été très agitée et où des trublions sont venus saccager ce château. Si l'on en juge les mémoires du président de Gaufredi, d'ailleurs, c'est un peu comme nous vis-à-vis de nos assureurs, il semblerait que pour quelques portes cassées et quelques meubles brisés, grâce à l'énorme indemnité qui fut versée par le roi, les Forbins aient pu en profiter en réalité pour rebâtir à la moderne leur château. Mais ce n'est pas à la moderne qu'ils l'ont rebâti, vous le voyez, tous ces crénelages, cette tour qui abrite la cage d'escalier, tout cet habillage néogothique est un néogothique non pas du 19e, mais d'époque Louis XIV. Et il est très intéressant, passons aux diapositives suivantes, de constater que le château ne s'est pas du tout émancipé du site, puisque Gaspard de Forbin, dont vous avez ici une copie du portrait qui se trouvait dans le château jusqu'à sa vente, ne s'est permis guère que cet escalier en fer à cheval, on est assez loin de Fontainebleau, vous n'en disconviendrez point, mais enfin, qui s'est quand même permis cette belle réalisation qui cadre avec la chronologie, mais en revanche, a souhaité créer ces fausses courtines, ces merlons, dont l'espacement et la décoration est extrêmement soignée, à titre ostentatoire, bien entendu. Et la diapositive suivante vous montrera d'ailleurs que, en termes de plan et de distribution, là où d'autres se construisent, comme Henri d'Oppède, des châteaux dans une plaine avec des jardins dont il confie les plans à le nôtre, pour cette branche des Forbins et la Barbin, l'important est de conserver le berceau de ses pères. Et vous le voyez, la distribution intérieure, ces deux plans en témoignent, est totalement tributaire d'un parcellaire médiéval, aucune pièce en enfilade, des pièces qui sont de Biscanti, enfin, c'est véritablement un bâtiment qui n'épouse pas les canons du temps, mais peu importe, c'est sa valeur patrimoniale qui était déjà prise en compte. Et dans les jardins qui voient le jour au début du XVIIIe siècle, qui sont tout à fait injustement attribués à André Le Nôtre, et qui sont plus sûrement l'œuvre d'excellents fontainiers aixois dont on connaît l'importance du travail dans la région d'Aix et de Marseille au XVIIIe. Eh bien, là aussi, d'innombrables ouvrages permettent de donner une trame assez médiévale à ce jardin qui est pourtant baroque. Une pièce d'eau formant une sorte de douve qui ceinture avec ces deux portiques qui séparent la partie ornementale de la partie productive du domaine. La diapositive suivante vous montrera qu'également une grande rampe d'accès est créée, et cette rampe met en scène la grande broderie de buis, que l'on ne parcourt pas mais que l'on domine en arrivant, et on crée des châtelets d'entrée au XVIIe siècle. Alors l'un est fin XVIe, mais celui-ci est authentiquement milieu XVIIe, châtelets d'entrée qui semblent tout droit sortis d'un roman de Walter Scott, mais qui sont bien là pour indiquer qu'on entre dans un château. Et tout ce réseau, c'est-à-dire cette pièce d'eau, ces circulations qui sont malaisées, ces murs d'enceinte, donnent vraiment un caractère très archaïque à cet ensemble. Passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît, car cela n'a pas exclu, à la fin du XVIIIe siècle, des apports et des innovations décoratives.
en particulier à la faveur de ces trois personnages, puisque Palamède, qui est d'ailleurs ici représenté devant son château par un peintre lyonnais, Fleury Richard, et son frère, Auguste, qui, vous le savez, fut non seulement le chambellan de Pauline Borghese et son amant, mais surtout qui fut directeur du Louvre et des musées royaux, et qui a succédé à Vivant de Nom à une époque où le Louvre avait un budget d'acquisition illimité, les temps ont bien changé, et c'est lui à qui l'on doit la Vénus de Milo, le radeau de la Méduse, enfin, c'est un voyageur et un homme infatigable à qui l'on doit énormément. Ces deux frères, et surtout Auguste, ont nourri une complicité amicale et culturelle tout à fait importante avec Marius Granet, qui, vous le savez, est un contemporain et était d'Aixois. Voici d'ailleurs un amusant portrait-charge qui se trouvait dans les archives de ce château de Marius Granet quand il se rendait à la Barbin. Ces trois personnages ont fréquenté les lieux puisque Palamède était propriétaire de la bâtisse, mais Auguste et la princesse Pauline y ont fait de réguliers séjours, et Palamède y exerçait son art. Et les diapositives suivantes vous montreront que dans les tours que j'évoquais, qui ont été donc entièrement redécorées au XVIIe siècle avec cet habillage néo-médiéval, eh bien, les décors intérieurs ont su s'enrichir d'un programme néoclassique extrêmement soigné. La pièce est minuscule, vous êtes là dans le cabinet de lecture de monsieur, et contigu à sa chambre. Et pourtant, ce décor rappelant les grotesques de Raphaël, des loges du Vatican, avec ses portes néo-pompéiennes, qui rappellent d'ailleurs que la gravure se fait l'écho des découvertes archéologiques très importantes que l'on connaît à cette époque, Marius Granet décore des salles entières à la Barbin et, à l'aide de petits tableautins, ne manque pas d'insérer des vues de la demeure, notamment la cuisine, qui n'avait pratiquement pas changé jusqu'à la vente du château, ou même des domestiques, des personnages qui viennent servir de modèle à cet ensemble. Et tout cela est bien documenté grâce aux mémoires de Marius Granet, et les diapositives suivantes vous montreront que dans d'autres tours, là aussi, des apports peuvent être totalement créés. La tour, notamment, qui est ici également redécorée au XVIIe, à la fin du XVIIIe, vient abriter une pièce qui connaît une diffusion pendant ce siècle, qui est le XVIIIe, c'est le boudoir. Et Madame de Forbin envisage un boudoir qui, vous le voyez, est doté, malgré le plan quadrangulaire de la tour, d'une rotonde. Et dans les pans coupés se trouvent des portes qui encadrent des alcôves. Les alcôves avaient conservé, ce qui est remarquable et malheureusement qui n'était pas classé monument historique, un mobilier qui était assujetti au décor, qui était peint dans les mêmes couleurs et les mêmes camailleux que les murs, avec ce divan, cette banquette et des fauteuils curules, et en panachant des papiers peints de la manufacture Jacquemart et Bénard, qui était une grande manufacture parisienne, eh bien, on a pu constituer tout un programme. Et la vue suivante vous montrera que la pièce entière a été entièrement parée avec des décors peints en camailleux de bleu par Marius Granet et ces petites niches dans lesquelles on pouvait prendre le frais. Petit jardin secret au cœur d'une tour d'apparence médiévale. Les diapositives suivantes vous montreront également qu'à la fin du XVIIIe siècle et dans le tout premier quart du XIXe, le courant romantique qui fait Florès accorde une importance renouvelée au Moyen-Âge. Et j'avais eu la bonne fortune, quand j'avais préparé ma thèse, de réunir plus de 160 vues du château de la Barbin entre 1750 et 1820. Et c'est très considérable pour un château provincial, qui n'est pas un château royal ou princier, bien sûr. Mais vous n'ignorez pas, à travers ces différentes vues, que l'on doit à Constantin, à Granet, que le cadre pittoresque, le site de Perchement, les gorges de la Touloubre, et cet enchevêtrement de tours rappelant un Moyen-Âge idéalisé, a constitué un motif pour les artistes. Et quand ces châteaux étaient habités, eh bien, ce nombre de représentations montre bien la fascination que les châteaux pouvaient susciter auprès des Provençaux et des artistes qui fréquentaient ces demeures. Et je me permets de vous montrer des cas qui sont assez drôles et assez éloquents, parce que on croit très volontiers que le XVIIIe siècle s'est toujours émancipé et s'est toujours éloigné de ce qui était malcommode ou même de ce qui était gothique. On a longtemps dit, n'est-ce pas, que gothique était un terme péjoratif qu'on utilisait au XVIIIe siècle pour dénigrer le Moyen-Âge. Vous voici dans les basses gorges du Verdon, à Esparon, un château qui appartient à la famille de Castelane encore aujourd'hui, cette famille qui est l'une des principalissimes familles de la noblesse d'épée, et dont vous connaissez tous les excentricités de l'un de ses représentants au XIXe, Bonny bien sûr, Bonny de Castelane. La famille de Castelane-Esparon a entièrement remanié, jusqu'en 1780, le château pour créer cette grande aile que voici, qu'elle a flanquée, vous le voyez, de 2 pavillons qui sont de pure création du XVIIIe. Et elle a obstinément conservé cette grande tour, pas par souci d'économie, elle aurait très bien pu la mettre à terre, mais parce que cette tour incarne un jalon, un symbole seigneurial. Vous voyez qu'elle n'était pas crénelée tout de même, elle était dotée au XVIIIe d'une toiture pyramidale. Cependant, cette tour a été conservée. D'après les inventaires, elle ne servait à rien, elle servait tout au plus de garde-meuble, car le mobilier évoluait au gré des saisons, et donc c'était un grand débarras. Mais
symboliquement, un château se doit d'avoir sa tour et elle a été conservée. Et les diapositives suivantes vous montreront que cette obsession a été très répandue, y compris dans des châteaux qui, comme Esparon, ont été complètement refondus et repris au XVIIIe siècle. Nous sommes là sur la commune de Rognes, en Pays d'Aix, le château de Beaulieu, une demeure qui fut habitée par la famille de Robineau, puis peu avant par la famille de Méronnet, et par la famille de L'Île-Roi surtout, est une maison très intéressante parce que vous voyez que la famille de Robineau, qui avait fait fortune à Marseille d'ailleurs, qui est une famille là aussi de noblesse très récente, avait créé ce très beau logis, qui est un logis tout à fait classique, avec ses fenêtres alignées dans un garde-à-vous parfait, permettant de faire rentrer la lumière à flot. Et pourtant, les représentations anciennes que l'on a montrent que la tour, aujourd'hui totalement cimentée, mais qui se trouve au centre du logis, existait déjà, et vous le voyez, dépassée, un peu comme ces pâtés de Montargis dont vous avez la tête du poulet qui dépasse, dépassait des toitures du château. Et voisinait crénelage, pot à feu, n'est-ce pas, qui flanquait, qui encadrait cette balustrade avec ses piédestaux, et puis des pigeonniers avec un mur crénelé qui venait ceinturer le jardin. Est-ce too much? Je ne sais pas, mais en tout cas, au XVIIIe siècle, vous voyez qu'on faisait grand cas de ces ornements. Et à droite, un autre cas vous est fourni par le château d'Olière, un château qui appartenait à la famille de Félix. Vous voyez que là aussi, les Félix ont conservé une tour au nord du logis principal, en véritable colonne vertébrale de la demeure. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici une vue de Beaulieu aujourd'hui. Les 4 tourelles octogonales en pierre ont été ajoutées au XIXe, évidemment, mais vous voyez que, néanmoins, en dépit des apports classiques, la tour principale du château a été conservée. Et très souvent, vous le verrez, les pigeonniers viennent renforcer ce réseau de tours quand il est mince ou peu abondant. Un cas tout à fait symptomatique et de l'extrême fin du XVIIIe nous est fourni par la région de Marignane. Nous voici à Vitrolles, aux confins du plateau de l'Arbois, où se trouve un château dans un état de conservation peu commun, le château de Montvallon. Il s'agit d'une bastide érigée en arrière-fief pour une famille de parlementaires aixois d'origine marseillaise qui ont connu une fortune très importante en moins de 2 siècles. Et les barriques, dont vous avez ici ce touchant portrait néoclassique qui est aujourd'hui conservé dans les collections du musée du Vieil Aix, représente Casimir de Montvallon et ses parents, et représente au loin le château de Montvallon, avec, vous le voyez peut-être, des tours crénelées. Ce tableau date pourtant des années 1780-1782. Et en effet, des inventaires antérévolutionnaires font état de merlons sur ces tours circulaires qui datent du XVIIIe siècle. Autrement dit, on a créé en plein XVIIIe de faux crénelages, et malgré toute une distribution à la mode du temps. La diapositive suivante vous fournit un cas encore plus intéressant, me semble-t-il. Nous sommes ici au seuil d'Arles, à Fontvieille. Le château d'Estoublon, qui appartient à un grand nom d'Arles, la famille de Grille, est un château qui est entièrement rebâti dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et on prend le parti, alors que rien ne l'obligeait, de flanquer la façade principale qui est orientée au midi de 2 tours. Il n'y a aucune trace de collage des maçonneries. Ces 2 tours datent du XVIIIe. Elles sont en pierre de Fontvieille. Et elles viennent donner un plan traditionnel à cette demeure pourtant très récente. La diapositive suivante me permet également d'évoquer quelque chose qui est prépondérant, c'est l'importance des pavillons et des toitures en tuiles écailles et en tuiles vernissées. Car voici, aux portes de Moustier, entre Moustier et Riez, le château de campagne, ancienne demeure des évêques de Riez, qui a ensuite été la propriété de nombreuses familles, les Gassendi, les Minc, puis les Clérici, qui, vous le savez, ont porté à un haut degré d'excellence la faïence. Ils en deviennent propriétaires à la fin du XVIIIe siècle. On a longtemps cru que ce sont ces Clérici qui, quand ils devinrent propriétaires de campagne, ont constellé les toitures de ces tuiles très spectaculaires qui ornent les tours et les pavillons. La diapositive suivante vous montrera qu'en réalité, bien avant l'acquisition des Clérici, ce château était déjà doté de tuiles écailles. Voici un plan de 1722 qui vous montre que les tuiles sont bien présentes, malgré la naïveté du dessin, sur les tourelles qui encadrent la cour et sur ces 2 pavillons qui datent du milieu du XVIIe siècle. Il est à noter qu'on n'a pas réservé de tuiles pour le corps central, ni pour les communs de tuiles vernissées, comme si ces pavillons se devaient d'avoir une efficacité visuelle et architecturale très prééminente, rappelant vraiment par là d'ailleurs par les masses assez comparables celles des tours. Et la diapositive suivante vous montrera, alors je vous prie de m'excuser parce qu'ils n'ont malheureusement pas un sens de la beauté qui les honore, mais les 2 commanditaires, je tenais quand même à leur rendre hommage parce que ce sont eux qui ont donc
envisagé cette commande, M. de Minck et M. de Gassendi ont donc, par des commandes successives que j'avais eu la bonne fortune de retrouver dans des minutiers, ont acheté des tuiles écailles à Moustier, à un potier à terre. Et la diapositive suivante vous montrera que si le corps central a été refenestré et n'était pas doté de tuiles écailles, diapositive suivante, on a en revanche pris le parti, comme je vous l'indiquais, de couronner les pavillons de ces tuiles. Il y en a près de 10 000, avec un jeu assez savant de chevrons. Elles tiennent par des tenons et des mortaises. Et les diapositives suivantes que l'on peut balayer vous montrent que l'on a réparti également ces tuiles sur des tours, qui sont peut-être primitives, qui encadrent la terrasse notamment. En voici un exemple. Et puis, la terrasse est elle-même ceinturée par un mur de clôture qui est totalement créé au milieu du XVIIe pour justement bien valoriser un espace castral que l'on délimite à la manière d'une enceinte et d'un rempart. La diapositive suivante vous montre que donc il y a un jeu très savant qui s'opère entre ces couronnements, et voici de l'intérieur les charpentes. Vous voyez à quel point la Provence au XVIIe siècle rivalise largement avec certains grands châteaux champenois ou bourguignons en matière de ces couronnements polychromes, et on a d'innombrables mentions, puisque outre le château de Valabre à Gardanne, dont on sait en plein XVIIIe qu'il était couronné de tuiles écailles, ce qui devait lui donner d'ailleurs un aspect extrêmement pimpant, voici à Éguines évidemment les fameuses tours que j'évoquais. On prétend que ce sont les 4 saisons qui sont représentées sur ces motifs. Sans doute s'agit-il d'une légende, car la documentation est silencieuse à ce point. Et diapositive suivante, voici donc une idée de ces tours, avec, vous le voyez, une génoise extrêmement épaisse, 5 rangs de génoises. On entend parfois d'ailleurs que le nombre de génoises en Provence est conditionné à la fortune du propriétaire. Qu'est-ce que ce serait d'ailleurs chez certains? En réalité, c'est une idée totalement reçue. Au bout d'un moment, il y a un véritable porte-à-faux qui s'opère, et sur ces tours, c'est extrêmement visible. Le nombre de génoises est traditionnellement conditionné à l'élévation du bâtiment et de la façade. Autrement dit, vous avez un rang par niveau, normalement. Mais il est vrai que dans certains cas, et je pense que ce n'est pas pour attester la fortune, mais plutôt pour augmenter l'importance visuelle d'un couronnement quand on n'a pas de créneau, eh bien c'est vrai que ces génoises, qui font leur apparition dans la deuxième moitié du XVIIe, Jean Boyer l'a bien documenté, ces génoises sont là aussi pour donner un couronnement, rappelant un peu les machicoulis sur console que l'on voyait dès le Moyen-Âge. Je crois que ce n'est pas à mépriser, et les diapositives suivantes vous montreront qu'on peut multiplier les cas. Fabrègue que nous citions tout à l'heure, Château Arnoux dans la vallée de la Durance, où c'est ici le corps central qui a été doté de tuiles écailles formant un motif depuis peu. Avant, elles étaient bariolées, si j'ose dire, il n'y avait pas de répartition très géométrique. Et puis la phare que nous évoquions tout à l'heure, on le sait, était entièrement coiffée d'une toiture pyramidale polychrome, ce qui devait, vous vous en doutez, donner à ces édifices vraiment un lustre très particulier qu'on ne leur connaît plus aujourd'hui. Cette mode des tuiles écailles a été très répandue, alors pas du tout en ville, semble-t-il, pas du tout pour les bastilles, mais vraiment pour les châteaux. Et nous voici aux portes du comtat venessin, à Murs, près de Gordes. Vous voyez que la famille d'Astouot, qui possède ce château, a pris le parti de couronner les 2 pavillons qui ceinturent le magnifique portail qui permet d'accéder à la cour d'honneur de la bâtisse, qui est un château seigneurial à part entière, par ces toitures en forme de croupe. Et vous le voyez, ce sont de petites tuiles écailles qui ont été choisies pour abriter, et ce sont 2 éléments très importants pour un seigneur, la prison. Vous savez que des droits de justice étaient attachés à une seigneurie, et donc notamment le droit d'emprisonner certains contrevenants, et l'auditoire de justice, 2 pavillons qui rappellent 2 petites tours, mais qui sont surtout en interface avec le village, et qui permettent au seigneur de rappeler qu'il est aussi justicier en ces terres. Diapositive suivante, un château tout à fait passionnant et injustement méconnu qui se trouve près de Digne, dans la vallée de la Bléone, le château de Maligé, mérite d'être signalé parce que malgré sa refonte totale par Vincent Nouguier, un richissime Marseillais, grand amateur d'art, protecteur des arts, membre de l'Académie de Marseille et qui achète cette seigneurie, vous voyez que malgré la conservation des 2 tours circulaires du château primitif, refont totalement à la faveur d'Esprit Joseph Brun, cet architecte comtadin qui, vous le savez, a travaillé au château Borelli, refont sa demeure et il conserve obstinément des tuiles écailles sur ses toitures en été noir pour les 2 tours, ce qui n'excluait pas un programme classique. Et on voit que d'autres édifices ou édicules peuvent se substituer ou compléter cela quand il n'y a pas de pavillon ou de tour. Voici au château de Saint-Hippolyte à Venelle, près d'Aix, ou même au château de Galice, entre Aix et Aiguille, voilà des pigeonniers qui sont bien documentés et qui possèdent des toitures de ce type dès la deuxième moitié du XVIIe. La diapositive suivante vous montrera que
Par ailleurs, certains grands seigneurs provençaux ne vont pas forcément adopter une grammaire ornementale, mais vont construire des châteaux d'agrément, et c'est le cas de Fontcolombe, qui sont vraiment considérés comme des demeures de plaisance. L'étage supérieur est le fruit d'un exhaussement tardif du XIXe siècle. Il n'y avait qu'un seul niveau d'élévation sur un rez-de-chaussée. Néanmoins, la diapositive suivante vous permettra d'examiner deux éléments. La création au XVIIIe siècle de ces deux pigeonniers, entièrement chemisés en ciment et rhabillés au XIXe, selon une mode un peu, voilà, c'est du Louis XVI impératrice, mais enfin, la trame est bien là. Et la diapositive suivante vous montrera qu'il y a un ouvrage phare qui explique pratiquement toutes les grandes transformations que l'on a vues apparaître en Provence. C'est le cours d'architecture et les différentes publications d'un théoricien de l'architecture français qui a connu une diffusion tout à fait considérable et qui a été extrêmement suivi en Provence. C'est Jacques-François Blondel, qui, vous le savez, a laissé un legs architectural considérable et qui, notamment dans la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général, a édicté un certain nombre de préceptes qui ont été respectés à la lettre. Soigner les expositions, ne pas sacrifier la distribution intérieure au profit d'une façade trop démonstrative qui fait que vous polarisez vos efforts sur la façade et que l'intérieur est invivable ou est un vague décor. Et Blondel a été, vous le verrez, extrêmement suivi par les Provençaux. Il a été suivi à différents titres. D'abord, dans la volonté de repercer les façades pour y faire rentrer la lumière à flot. Tous ces exemples, qu'il s'agisse du château d'Esparon de Palières, près de Riance, du château d'Éoulx, près de Castellane, ou même d'Eguines, vous montrent que ces façades ont été allègrement retouchées au XVIIIe siècle, et parfois en créant des percements très symétriquement alignés qui permettent à des escaliers de service ou à de nouveaux espaces de voir le jour. Les diapositives suivantes vous montreront que cette manie de repercer les logis a été tellement importante que la répartition des pleins et des vides, à laquelle les architectes sont, n'est-ce pas, si sensibles, parfois est poussée à l'extrême. Le cas de la Palus-sur-Verdon ici, ou même de Gemnos, près d'Aubagne, un château qui appartenait à la famille d'Albertas, vous montre à quel point la répartition des pleins et des vides est vraiment très inégale. Et vous voyez que les tours sont percées d'une manière analogue au logis, ce qui normalement n'est pas cohérent, mais qui vous montre à quel point l'ensemble de ces maisons sont des espaces résidentiels. Et dans certains cas, pour pouvoir éclairer des espaces qui étaient traditionnellement aveugles, on crée de véritables, on croirait presque des cages à oiseaux, on crée des fenêtres qui s'alignent dans un garde-à-vous parfait. Nous voici à Entrecastelot, un château qui conserve un site médiéval extrêmement complexe, puisque vous n'ignorez pas que la falaise sur laquelle ce château est bâti est un disque de pierre. Et alors que le château n'est pas double en profondeur, n'a qu'une seule enfilade, on prend le parti dans un pan coupé de la façade, pour éclairer les escaliers de service qui sont de pure création du XVIIIe, de créer des fenêtres à chaque niveau, et que l'on répartit assez symétriquement, ce qui montre à quel point le percement des façades répond à un soin qui est extrêmement important au XVIIIe siècle. Et les diapositives suivantes vous montreront que dans d'autres cas, ce garde-à-vous parfait peut dissimuler quelque chose qui connaît un avènement important à la période, ce sont les entresols. Ces pièces, vous savez, créées dans un demi-niveau et qui au XVIIIe siècle sont de plus en plus nombreuses. Vous voici dans trois cas très différents où les entresols ont été très savamment intégrés. Au château Borelli, par exemple, vous avez ici, sur cette façade construite par Esprit Joseph Brun, des fenêtres en partie postiches, c'est-à-dire qu'une partie de la fenêtre est condamnée et ce n'est qu'une partie seulement qui s'ouvre, certaines sont même complètement postiches, et dans la partie qui est donc murée se dissimule un entresol. Dans d'autres cas, ce sont les volets qui permettent de répartir les espaces, et notamment à Vitrolles-en-Luberon. La photo qui est ici est d'ailleurs périmée parce que ce château a connu une restauration exemplaire, et la façade que j'ai connue ainsi est désormais totalement pensée des dégâts du temps. Vous voyez qu'il y a deux jeux de volets pour une seule et même baie qui permettent d'ouvrir l'entresol supérieur ou d'ouvrir la fenêtre en partie inférieure. Et dans d'autres cas, c'est le cas à la Verdière à droite, on envisage quelque chose de très différent. On crée des entresols à l'intérieur du bâtiment, et pour pouvoir leur donner un peu de jour, c'est le cas ici entre le boudoir de madame et sa garde-robe qui est surmontée d'un entresol où habitait une dame de compagnie, vous voyez que l'on crée une porte-fenêtre qui elle-même est complétée par des volets intérieurs, ce qui fait que si vous fermez la porte-fenêtre, elle ne vous entend plus, cette dame de compagnie. Si vous fermez les volets intérieurs, elle ne vous voit plus, et en plus les lattes de la persienne, qui peuvent éclairer un peu l'entresol, sont de telle manière que les clairvoyants ne permettent pas à la demoiselle d'espincher ce qui se passe de l'autre côté. Mais surtout, cela permet d'intégrer ces entresols
là où on pourrait croire qu'ils sont totalement impossibles à créer. Et les diapositives suivantes vous montreront que dans cette volonté de refondre les châteaux, eh bien, beaucoup d'édifices provençaux ont vraiment respecté les grands principes de Jacques-François Blondel. Et c'est en cela une réussite, parce que cela vous montre à quel point cette noblesse provençale était malgré tout à la page. Voici à Tolane, au nord de Grasse, au Tolonnais, bien sûr, près d'Aix, ou même à Pourcieux et à Ollières, 2 châteaux varois. Vous voyez que ces châteaux ont été complètement refondus. Et ces châteaux qui ressemblent un peu à des bastides dilatées, n'est-ce pas, par leur forme, en tout cas qui reprennent la typologie de la bastide, en réalité sont là, sont conçus comme cela, parce qu'on accorde un soin très précis aux expositions. On crée au sud des enfilades d'hiver, faciles à chauffer, au nord des enfilades d'été, plus fraîches. On prend garde à ce que certaines pièces qu'on utilise le soir, notamment les salles à manger, aient une exposition qui permette au soleil de s'y prolonger plus tard. Tout ça permet véritablement de créer des châteaux qui encore aujourd'hui sont extrêmement agréables à vivre et tournent franchement le dos à cette architecture de tradition. Les autres diapositives que voici vous montrent qu'à travers tout le territoire provençal, cette diffusion s'observe. Et voici des cas intéressants. Vous êtes là dans les Alpes de Haute-Provence, vous êtes là dans le Pays d'Apt à Gignac, vous êtes ici même au nord de Grasse, à Châteauvieux. Il n'y a pas tellement de spécificité. Je crois que cette architecture est vraiment quelque chose qui est régional, puisqu'on l'observe dans toute la province, jusqu'au seuil de Nice à cette époque. Et je me permettrai d'évoquer d'autres cas qui peuvent vous éclairer. On a affaire à certains seigneurs qui ont affiché une certaine ambition. Vous êtes ici à Buux, près d'Apt, entre Apt et Lourmarin. La famille de Pont-de-Vesse est une famille de la noblesse d'épée qui possède un château seigneurial du XVIe siècle, dont vous avez ici une partie des élévations. Et à Buux, Alexandre de Pont-de-Vesse a envisagé de reconstruire totalement le château familial. Il a envisagé un grand logis classique, qui est resté malheureusement sans lendemain, qui est donc totalement inachevé depuis le XVIIIe. Il y a l'amorce d'un fronton central, qui aurait donc en grande partie enveloppé le château du XVIe siècle. Mais malgré tout, devait être conservée cette tour abritant un escalier en vis, et donc devaient coexister des registres architecturaux très différents, parce qu'on peut très bien concilier les apports des derniers traités d'architecture et l'héritage d'un nom et d'une famille. Les diapositives suivantes vous montrent qu'également d'autres seigneurs ont pu s'offrir, et c'est le cas ici à Roquemartine, sur la commune d'Aiguières dans les Alpilles, une façade classique. La famille de Benoît-Lubière a recours aussi à Esprit-Joseph Brun pour refondre ce château, mais on conserve, sur ce dessin du XVIIIe notamment, on le voit bien, on conserve la tour, les 2 tours qui flanquent le logis au nord, et on crée des façades pignons assez élégantes avec ce galbe, qui, dotées d'une génoise, viennent créer un couronnement, et elle est encore conservée notamment à l'est. C'est quelque chose de tout à fait intéressant à cette période. Ces façades pignons sont très répandues au XVIIIe en Provence. Voici à Gallon, à Cucuron. Vous en retrouvez une qui ici accuse un motif d'accolade, en tout cas de ressaut, avec des cassolettes qui sont plus tardives. Et s'il y a un cas extrêmement éloquent que je me permettrai de citer pour vous montrer à quel point la Provence, contrairement à ce qui fut longtemps écrit, n'a jamais été en retard en matière d'architecture, quoi de plus judicieux que de nous rendre à la Verdière dans le Haut-Var, un château que la famille d'Oppède décide d'entièrement remanier. Louis Roch de Formin d'Oppède en 1756, après une carrière militaire, se retire du service. Il a épousé une Parisienne, Alexandrine de Baussan, une jeune femme qui a une culture artistique et architecturale non négligeable, et ils vont lancer une campagne de travaux qui, au lieu de durer 2 ans, va en durer 27. Et après 27 ans de travaux, ils vont, vous allez le voir, entièrement remanier ce château pour lui faire connaître un agrandissement exponentiel. La bâtisse que voici vous paraît extérieurement très sobre. Moellons de blocage, enduit dans du mortier, ces fameuses fenêtres parfaitement alignées, avec des volets qui malgré tout existaient au XVIIIe. Les contrevents étaient quelque chose de très important pour animer une façade. On conserve volontairement une échauguette que l'on exauce jusqu'au sommet du bâtiment. Mais les diapositives suivantes vous montreront que ce château, qui conserve l'emplacement du château médiéval, avec ce réseau de terrasses, etc., va être agrandi à la faveur des expositions et à la faveur d'une distribution qui se veut être particulièrement à la mode au XVIIIe. Je vous propose de regarder sur les diapositives suivantes comment tout cela s'aménage. Alors, voici les commanditaires du programme. Alors, Aymar de Castelane-la-Verdière, par laquelle ce château est entré chez les d'Oppède, et Alexandrine d'Oppède, fille du seigneur de Thoiry, un château que vous connaissez, mais qui habitait surtout Paris, qui habitait l'hôtel particulier du Marais, et qui se trouve, par mariage, amené à fréquenter la Provence.
Voilà une évolution du bâtiment qui vous montre un peu comment au XVIIIe siècle on voit les choses en grand. À la fin du XVIe, au début du XVIIIe, le château se limitait à un logis bâti en retour d'équerre avec un escalier à double volée et une tour encadrant une terrasse. Et au XVIIIe, vous le voyez qu'on ne renacle pas à l'effort, on envisage un château qui aujourd'hui totalise 5200 mètres carrés, en toute simplicité, et qui comprend 24 chambres et appartements, 19 salons de réception, et surtout, bon c'est très modeste hein, comme maison, mais c'est surtout très intéressant parce que la répartition et la distribution intérieure, avec notamment la création, peut-être le voyez-vous, d'une seconde tour, qui vient ici servir de pendant à la tour primitive, et qui surtout, outre la trame qu'elle donne à ce château, c'est une création du XVIIIe, crée une rotule de distribution entre les ailes que l'on ajoute. Le château s'enrichit d'une grande galerie de 30 mètres de long, qui, vous le verrez, est une salle de bal et qui était destinée notamment à organiser des réceptions et à déployer de volumineuses collections d'œuvres d'art. La coupe que voici vous montre à quel point la distribution est extrêmement étudiée. On a pris le parti de créer un escalier central. On n'a pas eu recours à un dôme. Guy, tout à l'heure, en voyant Vauvenargues, s'interrogeait sur cette espèce de bâtiment surhaussé, ce corps surhaussé. Ici, on a recours à une verrière qui, dès le XVIIIe siècle, offre un éclairage zénital pour éclairer cet escalier qui, sinon, aurait été parfaitement aveugle au vu de son emplacement. Et l'on crée, vous le voyez, deux enfilades, une au sud, une enfilade d'hiver, une au nord pour l'été, beaucoup plus fraîche, et on répartit deux escaliers de service qui sont totalement invisibles pour l'invité, et ces escaliers de service sont parallèles au principal et distribuent chacun les enfilades correspondantes. On y crée des corridors qui voient leur jour au XVIIIe et on y crée des escaliers secondaires, escaliers qui, vous le voyez, sont vertigineux. Celui-ci totalise 8 niveaux et pratiquement 12 paliers et repos. Donc c'est un paquebot, ni plus ni moins. Et voilà la fameuse verrière que j'évoquais qui éclaire cet escalier qui éclaire de manière zénitale cet escalier néoclassique. Et là aussi, les paliers, les repos, les jeux de ressauts entre les différents murs permettent de donner un caractère très théâtral à cet escalier qui aurait pu être dans l'obscurité totale. La photographie suivante vous montre également quelque chose d'important. C'est que dans ces grands châteaux provençaux, les œuvres d'art sont nombreuses. Et à la lecture des inventaires, notamment révolutionnaires, qui fournissent une documentation extrêmement riche et extrêmement qualitative, parce que, comme il a fallu estimer ces biens, à part pour les maisons où les propriétaires avaient pris soin d'évacuer tout ça avant, très souvent, les maisons des émigrés ont été trouvées suspendues au souffle du propriétaire, avec parfois, permettez-moi cette trivialité, presque la paire de pantoufles posée sur le repose-pied du lit. C'est que le château possède de très importantes collections qui montrent que, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas forcément l'hôtel particulier en ville qui rassemble tout ce que l'on a de plus précieux, mais c'est très souvent le château, parce que c'est au château que se trouve la mémoire familiale et c'est au château que se trouvent les symboles d'un prestige familial. Et la galerie que voici, et ce n'était pas la seule, le château de Tourves, le château de Mérargues, bien d'autres châteaux en possédaient, ces galeries, et celle-ci fait 30 mètres de long tout de même, étaient tapissées de tableaux de grande valeur. Et je me permets de vous signaler, parce que cette photo vous montre qu'à la fin du 19e, le parti pris d'accrochage n'avait pratiquement pas évolué. Cette maison a malheureusement été dévalisée par des antiquaires peu scrupuleux à la fin du XXe siècle et a perdu ses inestimables collections. Je vous ferai remarquer qu'au-dessus de cette enfilade très spectaculaire de fauteuils et de canapés, qui montre bien le caractère très récréatif de ces galeries, vous voyez que face à ces grandes fenêtres qui font 5 mètres de haut, on a déployé des tableaux selon un parti pris d'accrochage qui est très révélateur des ambitions du temps. En partie inférieure, les gravures, les thèses sur soie et les petits formats, les dessins notamment, de manière à être vus à hauteur de vue. Il y a un poêle au centre qui permet de chauffer la pièce. Les poêles connaissent une diffusion majeure au XVIIIe en Provence et on en trouve d'innombrables. Ils permettent notamment de chauffer les pièces d'une manière beaucoup plus propre et beaucoup plus uniforme qu'une cheminée, et surtout ils ne dégagent pas d'odeur, ce qui dans les salles à manger en particulier est vivement recommandé, et Jacques-François Blondel préconise très souvent d'abandonner des cheminées dans les salles à manger ou dans les salons pour y privilégier des poêles. Et ce qui est très remarquable, c'est que vous avez en partie centrale une grande frise de grand format. Cette longue frise de grand format représentait des scènes de chasse. C'était tout à fait normal. Ces grands châteaux étaient souvent pour la noblesse des lieux où la pratique synégétique était très répandue. Mais ce qui m'intéresse le plus, figurez-vous, se trouve en partie sommitale. Tout l'alignement de tableaux assez modestes que vous voyez tout en haut
figurez-vous qu'il s'agissait d'une quarantaine de portraits. Et à la hauteur où il se trouve, c'est-à-dire à plus de 7 mètres de haut, je vous prie de croire que ces portraits étaient à peine identifiables. Tout au plus pouvez-vous voir si c'est un homme ou une femme, mais enfin guère plus. L'accrochage de ces tableaux à une telle hauteur, et Jean-Baptiste d'Albertas, le président à la Cour des comptes, en parle à Tourve quand il découvre la galerie, et que le maître de maison, qui n'est quand même pas d'une noblesse millénaire, a une galerie pompeuse où il évoque, dit-il, un étalage pompeux d'ancêtres. Ces galeries de portraits sont là pour véritablement former un étalage d'ancêtres. Et il est très amusant, et le cas de Laverdière est intéressant, puisqu'il a été donc démantelé, hélas, que très récemment. On se rend compte que parmi ces portraits, il y a parfois de belles signatures, parfois des peintres tout à fait médiocres, et des portraits très rapidement exécutés, mais surtout, on y trouve des portraits qui ne sont pas du tout des membres de la famille, des portraits de personnages officiels qu'on entremêle aux membres de la famille, parce que finalement, de loin, ça marque bien. Et puis surtout, outre les portraits de compliments et les portraits officiels, on a parfois recours à des portraits bidons. Un excellent exemple nous est fourni par Gaspard de Guédan qui fit peindre toute une lignée, ainsi que la famille d'Albert. Ils ont fait peindre des galeries de portraits représentant des ancêtres tout à fait truculentes. Ces galeries vont parfois jusqu'au XIIIe siècle. À Saint-Hippolyte, on y trouve des personnages qui sont censés avoir participé aux croisades, dont on a des portraits peints sur toile. La présentation vestimentaire est très souvent, porterait à la critique le plus mince connaisseur. On voit parfois des gens censés avoir vécu au XIVe siècle qui ont des fraises comparables à celles qu'arbore Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Bon, peu importe, vous l'avez compris, même si tout cela n'est là que pour servir un discours, c'est en réalité la célébration d'un nom et d'un lignage qui prévaut. Et les diapositives suivantes vous montreront que, comme je vous l'indiquais, en contrepoint de ces grandes galeries qui sont vraiment chargées à la gueule d'œuvres d'art, on trouve dans ces châteaux, à la faveur d'un XVIIIe siècle qui spécialise les espaces, des bibliothèques extrêmement volumineuses. 22 000 volumes en 1789 ont été découverts à la Verdière quand on vide le château. Pour un particulier, 22 000 volumes, c'est exceptionnel. On sait grâce aux travaux de Monique Cubels qu'un parlementaire aixois avait en moyenne entre 400 et 500 livres dans son hôtel particulier. À la Verdière, c'est 22 000 volumes que l'on trouve quand on vend à l'encan les collections de la maison, avec des brochures et des périodiques. J'ignore si Louis Roch d'Oppède était abonné à Connaissance des Arts, mais enfin, en tout cas, je vous prie de croire qu'on y trouve le Mercure de France, le Bulletin de Paris, toute la presse la plus distinguée, autrement dit, des gens qui se tiennent au courant de ce qui se passe à Paris. Et puis, vous le voyez, dans les salles à manger, les collections céramiques sont mises en scène sur des vaisseliers. Dans les boudoirs et dans les grands salons, les tableaux sont accrochés selon un accrochage qui est souvent très érudit, très didactique. Et surtout, quand l'on croit que la Provence est une terre très périphérique, très lointaine, et qui finalement ne rivalise, ou en tout cas accuserait la comparaison avec d'autres châteaux que l'on trouve notamment autour de grandes villes en Île-de-France, eh bien vous vous rendez compte que les décors, notamment de gypserie, sont parfois d'une qualité d'exécution suprême. La Verdière offre plus de 2500 mètres carrés de pièces entièrement tapissées de gypserie. Ici, le boudoir chinois de Madame offre des décors en haut-relief qui jouent avec des jeux d'ombre et de lumière qui d'ailleurs reprennent des figures de Jean-Baptiste Piment, un ordonnanciste du temps, et les pièces entières se partent d'un décor extrêmement sophistiqué. Voilà notamment 2 figures chinoises, connues d'après la gravure, d'après une gravure de Piment, et reproduites sur la voussure d'un plafond. Voici même dans la salle à manger un programme qui parfois vous montre à quel point on crée une concordance thématique entre la fonction de la pièce et le décor. Ce petit Bacchus buvant inspiré de Guido Reni a été reproduit. Et voilà une photographie de la bibliothèque en gypserie, puisque les rayonnages que voici, que la Drac avait d'ailleurs protégé au rang de boiserie, alors qu'en réalité c'était du plâtre, ce qui est rarissime, des boiseries galbées en plâtre, ce qui d'ailleurs prévenait tout incendie. Voilà un petit détail de cette très volumineuse bibliothèque, dans laquelle notamment se trouvaient des marqueteries de marbre inestimables. La table de milieu que voici enchâssait en son centre, par exemple, un médaillon, un camée antique tout à fait considérable, offert par le pape Urbain VIII, et qui faisait partie des collections de cette famille et qui se trouvait à la Verdière. Passée en vente publique, cette superbe table qui avait une valeur historique évidemment considérable a été perdue et malheureusement se trouve sans doute aujourd'hui à l'étranger. Les diapositives suivantes vous montreront que très subtilement, quand on n'a pas les moyens d'un Louis Roch de Formanopède et qu'on n'a pas la culture d'une Alexandrine de Baussan, on peut quand même avoir une certaine ambition et on peut avoir lu notamment les œuvres de Rousseau. Nous sommes ici au château d'Ansuisse, dans les Pays d'Aigues, et la baronne de Villeneuve,
qui, semble-t-il, était tout à fait acquise aux idées des Lumières, et en tout cas, comme son époux, à la physiocratie, qui est un courant qui connaît une large diffusion au XVIIIe. Conserve les appartements créés au XVIIe siècle par la famille d'Escalise, derrière cette belle façade baroque, conserve la tour médiévale principale qui émerge du groupe castral, mais prend le parti de créer, au milieu du XVIIIe siècle, un petit espace privé où l'on peut mener une vie beaucoup plus décontractée et distante des salons de réception. Cet espace se trouve ici, il est au sommet du bâtiment et il est donc totalement déconnecté des espaces de réception. Les diapositives suivantes vous montreront que cet espace que l'on appelle l'ermitage est donc une maison construite sur le château, et c'est une maison modeste puisqu'elle est en moellon de blocage, enduit, sans ornement, et les diapositives suivantes vous montreront que son plan est extrêmement révélateur du respect des traités d'architecture. Un cabinet octogonal, rappelant d'ailleurs l'ermitage que Marie Lesinska avait aménagé, un cabinet de ce type-là, qui était vraiment un pan coupé à 8 côtés, un jardin suspendu avec une broderie, et puis un appartement de bain qui permettait de comprendre une salle de bain, un chauffoir, des lieux à l'anglaise, c'est-à-dire des cabinets, et surtout un cabinet à coiffer. Cet espace est donc éminemment féminin, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les dessus de porte qui ornent les pans coupés de ce grand cabinet octogonal mettent en scène la famille de Villeneuve. Dans ses intérieurs, il y a d'ailleurs des gypseries représentées en gypserie, et cette mise en abîme est accompagnée de maximes dans les phylactères, où l'on voit Madame de Villeneuve élever ses enfants elle-même, ce qui est évidemment ce qui contrevient aux mœurs, puisque vous n'ignorez pas que les nourrices étaient faites pour cela au XVIIIe siècle. Elle prend en charge personnellement l'éducation de ses enfants, et même M. de Villeneuve s'occupe de ses aînés, ce qui montre bien qu'il y a des espaces qui illustrent un mode de vie, en tout cas des mutations sociales tout à fait évidentes. Et cet espace à Ensuy est l'un des rares à être conservé, mais à Gemnos, semble-t-il, et dans d'autres châteaux, certains grands noms de Provence s'étaient offerts ce type d'espace tout à fait privé. On peut aussi avoir recours à une documentation littéraire. Je vous emmène à Lacoste, nous sommes ici dans le Luberon. Vous connaissez tous ce château qui malheureusement a été dévasté par la Révolution et dont les aménagements réalisés il y a quelques décennies par Pierre Cardin n'ont malheureusement pas respecté et n'ont pas tenu compte de la valeur historique du site. Cependant, ce château est assez bien connu parce que le marquis de Sade avait écrit, mais n'a pas connu la publication de son vivant, un roman sordide, dont je vous recommande, je ne vous recommande point la lecture, Les 120 journées de Sodome, qui est un roman que j'avais dû me taper dans le cadre de ma thèse pour tout simplement voir ce qu'il disait de son château, puisque dans ce roman, le château de Sealing est en fait le château de Lacoste, et il offre des descriptions très précises du château tel qu'il était avant la Révolution. C'est dans ce château où sont enfermées les personnes qui vont subir évidemment 1001 sévices. Il est à noter que dans la description qui est faite du château, on y trouve un boudoir à la turque, un cabinet ottoman avec des ottomanes, alors je ne vous dis pas ce qui s'y passe, mais enfin, tout ça est en tout cas à la mode du temps, et surtout, la distribution est tout à fait à la mode, malgré une enveloppe qui est celle du château que la famille de Signane, Lacoste, avait créé avant que les Sade n'en deviennent propriétaires. La diapositive suivante vous montre d'ailleurs, à travers cet ouvrage, comment on peut reconstituer assez sommairement la distribution intérieure, avec notamment des pièces qui sont de pures inventions du XVIIIe, un salon à manger, une pièce qui est créée de toutes pièces au XVIIIe siècle, qui est spécialisée comme telle, un salon du billard, et puis d'autres pièces plus spécifiques, des appartements de bain notamment, qui sont vraiment des inventions du siècle. La diapositive suivante vous montrera également qu'au Tolonais, près d'Aix, on a accordé une importance toute particulière à cela, avec un très bel appartement de bain, qui est encore conservé et qui est l'un des plus beaux de Provence, je crois, en tout cas dans les maisons que l'on a pu identifier, et puis qui possédait également un théâtre où se réunissait une cour d'amour assez importante et où la société aixoise, et notamment M. de Galifet et toute sa coterie, organisaient de brillantes réceptions. La diapositive suivante vous montrera que Alexandre de Galifet, prince des Martigues, personnage extrêmement prospère et opulent, avait, en contrepoint de son train de vie, développé une activité industrielle très importante en commercialisant de la brèche du marbre de Sainte-Victoire, qu'il a souvent fait baptiser d'ailleurs brèche d'Alep, ce qui est une appellation totalement fantaisiste. Et ce marbre, qui a connu une diffusion internationale, se retrouve à Versailles, dans toutes sortes de grandes maisons. Et le portrait par Bose, qui est ici conservé dans une collection particulière, vous montre bien le prestige d'un personnage pareil. Je me permets de passer à la diapositive suivante, Guy,
parce que le plan que voici vous permet de comprendre comment s'organisait ce type de maison. L'aile qui abritait le théâtre, qui formait le pendant à l'aile ouest, a donc disparu dans le cadre d'un incendie, mais vous voyez que l'on a créé des pièces très nouvelles et très spécialisées. Un salon d'hiver, un salon d'été, un salon à manger, un salon de musique, des cabinets, des grands cabinets, des petits cabinets, rappelant par là quelque chose que l'on a entendu sous la plume du marquis de Mirabeau, le père du célèbre tribun, hein, non pas Honoré Gabriel, mais son père, Victor, l'ami des hommes, qui avait à juste titre assuré, je cite, a-t-on un palais en Provence, faut-il y trouver appartement de bain, appartement d'été, appartement d'hiver, salon de compagnie, salon d'assemblée. Il énumère un nombre incalculable de pièces totalement inutiles, en tout cas totalement extravagantes, et avec beaucoup d'humour, il dit, les Provençaux en somme toute ont abandonné Vitruve et ses traités d'architecture et ont pris Dédale pour maître. Et il est vrai que si le plan du Tolonnais est assez régulièrement réparti, puisque le corps central date du XVIIe et que donc il fallait respecter une trame, nous allons voir que la complexité des bâtiments se lie aisément. Alors voici un aperçu du cabinet de bain qui est maintenant le bureau du directeur de la Société du Canal de Provence. J'aime à croire qu'il est sensible au faste des gypseries et à la magnifique baignoire en brèche dans laquelle Madame de Galifet devait prendre le bain. C'était une pratique sociale, hein. Ces salles de bain étaient des lieux très fréquentés, c'était des lieux qui étaient des grands lieux de sociabilité. Et puis, diapositive suivante, d'autres propriétaires ont eu véritablement une ambition architecturale qui s'est assortie d'une ambition économique et industrielle. Nous partons dans les pays d'Aigues, à Vitrolles en Luberon, où une famille originaire de Lourmarin, la famille d'Aillot, qui est issue d'un modeste chirurgien dont les ancêtres étaient d'ailleurs protestants de Lourmarin, et qui avait obtenu la recette d'une poudre purgative, a constitué une fortune tout à fait considérable, car cette poudre purgative, qui était une poudre de perlimpinpin, était commercialisée à la faveur d'un réseau de distribution extrêmement important, car l'intéressé faisait imprimer à Carpentras et à Avignon, donc non pas en France, mais chez le pape, donc échappant ainsi à la censure royale et surtout à l'Académie royale de médecine, il fit imprimer des recueils, sorte de TripAdvisor avant l'heure, où on mentionnait des lettres de recommandation et de félicitations, où toutes sortes de personnes, aussi bien modestes ou distinguées, recommandaient la poudre en faisant valoir les succès qu'elle avait provoqués. C'est du genre... J'étais dans un état de langueur depuis de nombreuses années. Monsieur de la Péronie et tous les médecins du roi n'ont pas eu la possibilité de me soigner avantageusement. Et puis, on m'a conseillé votre poudre. Et depuis que je la prends, je me porte comme un charme, etc. Bon, ces lettres sont pour partie bidons, elles aussi. Mais Jean-Gaspard d'Aillot et Jean d'Aillot, son père, avaient compris une chose, c'est que le système médical du temps était basé sur l'équilibre des humeurs, n'est-ce pas? Et on avait recours à des saignées. Ces saignées affaiblissaient vos systèmes immunitaires. Et il avait compris qu'il fallait donc à tout prix abandonner ce principe de la saignée qui était très solidement ancré dans les pratiques médicales. Il a donc recommandé cette poudre, qui ne faisait pas plus de mal que de bien, mais qui était une poudre purgative, à base de scamonet notamment, hein, c'est du charbon, il y avait de la suie et de la scamonet tamisée. Mais surtout, il a compté sur les religieux, et notamment les pères jésuites, qui avaient des activités missionnaires importantes, pour pouvoir diffuser la poudre en intéressant ces prêtres missionnaires, figurez-vous, sur les ventes, sorte de VRP avant l'heure. Et cet homme, qui a pu constituer une fortune immense, achète une charge de secrétaire en chancellerie et donc devient un aristocrate au milieu du XVIIIe, va acheter 4 seigneuries à la famille de Branca, un grand nom du comtat venessin, et les diapositives suivantes que vous allez voir vous montrent qu'ils prennent le parti de rebâtir un château à Vitrolles en Luberon, où ils vont doubler le logis résidentiel construit par les Branca au sud en créant cette façade très conforme à ce que vous avez vu, n'est-ce pas? Mais en revanche, ils vont créer une fabrique qui jouxte le château, qui va même être connectée au château, et cette fabrique de poudre n'est pas du tout située dans les faubourgs de Marseille ou je ne sais où, elle est située contre le château seigneurial, ce qui peut paraître très curieux, mais ce qui était une manière, d'une part, pour le maître de maison, le seigneur, de surveiller la production de la poudre, qui était tenue très confidentielle, n'est-ce pas, mais surtout de pouvoir afficher l'origine d'une fortune tout à fait méritée et d'une fortune qu'il devait à son adresse économique et pharmaceutique. Et vous voyez qu'il y a, alors on peut passer, vous voyez que c'est un bâtiment quadrangulaire, conforme à ce que l'on a évoqué, dont la façade qui est ici date du XVIIe et celle-ci date du XVIIIe. Il a reproduit le même parti architectural, sans fantaisie. Photo intéressante,
vous la reprendriez aujourd'hui, les lieux sont, comme je vous l'indiquais, méconnaissables si l'on en juge la renaissance prodigieuse qu'ils ont connue. Et la diapositive suivante vous montrera que la fabrique, qui est donc très proche, était quelque chose qui ne gênait pas la fonction résidentielle du site. Et je me permettrai, puisque j'ai quand même l'honneur de vous annoncer que nous approchons de la fin, je me permettrai de conclure par 2 dossiers, et en particulier celui de Tourves, qui illustre bien l'ambivalence de cette noblesse provençale. Omer de Valbel, dont vous avez ici le magnifique buste que l'on doit au ciseau de Houdon, ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Omer de Valbel, qui est un personnage qui se partage alors entre son hôtel particulier de la rue du Bac, son hôtel de la rue Bellegarde à Aix, qui fut longtemps sous-préfecture, et le château de Tourves, va jeter son dévolu sur le château que voici. Le château de Tourves est un château d'origine médiévale qui jouxte une route royale assez fréquentée qui conduit vers l'est de la Provence et d'Italie. Donc c'est un château que l'on voit, ce n'est pas un château qui est paumé. Et surtout, il est sur un site, un promontoire, assez vaste. Il va conserver ce site de perchement et le château médiéval des Vintimille va être entièrement refondu. Mais ce qui est très étonnant et très rare, c'est que cet homme, qui va s'attirer d'ailleurs les critiques de nombreux contemporains, Jean-Baptiste d'Albertas, en voyant toutes ces fabriques de jardins, toutes ces colonnades, tous ces obélisques, la rampe de Néron avec tous ces bustes, et puis toute cette statuaire très très abondante, qui devait sans doute provoquer et susciter chez certains un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes quand nous voyons des nains de jardin. Voyez-vous, c'était quand même... Enfin, je vous prie de m'excuser si certains d'entre vous en ont, mais il est évident que cette statuaire très très abondante devait gêner. Jean-Baptiste d'Albertas dira d'ailleurs la maison de M. de Valbel respire davantage la fortune que le bon goût. Bon, jugement tout à fait assassin. En réalité, c'est une maison très savante, parce que toutes ces fabriques, qui ont d'ailleurs parfois une consonance un peu maçonnique, si l'on en juge leur construction et leur disposition, répondent aussi à des compositions architecturales qui semblent sorties d'agences parisiennes et pas du tout locales. Omer de Valbel va créer des écuries égyptiennes, n'est-ce pas, en pierre de taille, elles sont désignées comme telles, avec ses pavillons et ses chaînages d'angle, va créer cette colonnade très spectaculaire, qui est vraiment un ouvrage remarquable de la fin du XVIIIe siècle, et puis il va créer, on peut revenir sur la précédente, des pyramides, c'est pas grave si, des pyramides, tout un réseau et tout un parc pittoresque, qui, de toute évidence, vous montre que ce seigneur a conservé le château de ses pères, mais malgré tout, a voulu étaler une culture d'un physiocrate et d'un esprit des Lumières au grand jour. Et le château de Tours va malheureusement été incendié, mais les nombreux inventaires que l'on possède montrent que les appartements portaient les noms des dames de la maison en remontant jusqu'au Moyen-Âge, qu'on y trouvait des portraits, parfois bidons, mais des portraits qui réancraient, réenracinaient la famille dans ce site. Et donc c'est vraiment très paradoxal, puisque ce sont des gens qui sont à la fois ouverts à la plus grande des nouveautés, mais qui sont aussi très soucieux de célébrer leur ancienneté. Et je terminerai par ce dossier, qui est un unicum dans le corpus des châteaux provençaux, un véritable unicum parce que le château de Sauvan en Haute-Provence est, avec 50 ans plus tard le château Borelli, le seul édifice que l'on peut véritablement qualifier de versaillais et qui, vraiment, ne tient pas du tout compte des critères que j'évoquais. Et il est bien seul. Le château que voici est une pure création du XVIIIe. Il sort de terre dans les années 1715. Michel de Formin-Janson est sans alliance. Membre de l'ordre de Malte, donc célibataire, donc n'ayant pas une famille nombreuse à loger, il décide tout de même, là où son frère conserve la citadelle de Man, qui est un important château avec un réseau de ceintures, des remparts, enfin un site très, très peu aimable, il décide de choisir un terrain à peu près plan qu'il fait remblayer et il décide de faire bâtir le château que voici. Il n'a pas recours, contrairement à la plupart de ses contemporains, à des architectes aixois ou marseillais. Il a recours à Alexis de la Mère, qui illustre une frange très élitiste de l'architecture du début du XVIIIe. De la Mère a travaillé notamment à l'hôtel de Rohan, le siège des Archives nationales, à Paris. Architecte qui vraiment travaille pour de grands noms de France. Et il a recours à des architectes locaux, notamment Jean-Baptiste Franck d'Avignon, fondateur d'une agence importante d'architecture, et Guillaume Rollin, un languedocien, pour mettre en œuvre le plan d'Alexis de la Mère. Mais ce que vous voyez là sort donc d'une agence parisienne, et pas du tout locale. Et il est tout à fait étonnant de constater que Michel de Forbin, malgré le prestige de sa famille, malgré le fait que cette seigneurie est dans sa famille depuis déjà 2 siècles, prend le parti de créer un bâtiment totalement classique.
un seul étage, des fenêtres en arc segmentaire au rez-de-chaussée, rectangulaire au premier, et un avant-corps central avec, vous le voyez, des fenêtres en plein cintre. Quelques chaînages d'angle à refend et quelques cordons d'étage viennent servir de décoration. Et surtout, 4 balcons, situés aux 4 points cardinaux, sont le support d'une ferronnerie très opulente, surmontée, vous le voyez, d'une toiture qui est savamment dissimulée par une balustrade ornée de casselettes. La diapositive suivante vous montrera que, évidemment, la parenté de ce genre de château avec des modèles d'Île-de-France ou même du Val-de-Loire sont évidentes. Voici une élévation notamment du château de Marly, mais on pourrait multiplier les exemples. Et voici la façade côté parc qui, vous le voyez, s'enrichit de ces colonnes et pilastres engagés qui soutiennent le balcon de l'avant-corps central, un avant-corps frontonné aux arbres de la famille, on peut passer, oui, oui, et puis vous le voyez, une décoration, une façade en pierre de taille, point de moellon, point d'enduit, mais véritablement une composition tout à fait classique. Les diapositives suivantes vous montreront en outre qu'on a créé des fenêtres, certaines étaient postiches, elles étaient feintes dès l'origine parce qu'il était inutile que l'on perçât 2 fois la même pièce, surtout si on ne voulait pas qu'elle soit en lanterne. D'autres ont été murées au XIXe et ont été débouchées à juste titre. Mais surtout, la diapositive suivante vous montrera ceci, qui vient en contrepoint du projet du château de Pérols que je vous montrais tout à l'heure, illustrer l'ambition qui caractérisait les Provençaux au XVIIIe siècle et que l'on a longtemps, somme toute, méprisée. Nous sommes ici en Haute-Provence, dans une région qui était sensiblement plus froide qu'elle ne l'est aujourd'hui au XVIIIe et qui était évidemment à plus d'une journée et demie de route d'Aix. Et pourtant, vous voyez qu'on a envisagé un parc qui aurait quand même occupé un peu plus de 20 hectares et qui est considérable puisque le château se trouve au niveau de la pliure de la page. Le château est ce minuscule petit rectangle gris. Vous n'êtes pas à Chanteloup, vous n'êtes pas dans une forêt d'Île-de-France, vous êtes donc à Mannes, au sud de Fort-Calquier. Et vous voyez que ici, les plans du jardin fournis par Alexis de la Mer, et qui par chance ont été conservés parce que la Révolution a balayé toutes les archives d'Alexis de la Mer, mais il avait fourni, pour pouvoir recommander ses services à l'électeur de Bavière, quelques plans qu'il avait réalisés, une sorte de pressbook, et la Bavière n'ayant pas connu les affres d'une révolution, eh bien, ce pressbook est conservé à la bibliothèque de Munich et nous permet de connaître ce qui avait été prévu et mis en place à Sauvant. C'est extraordinaire. Un ensemble de parterres et de broderies de buis, avec des allées, des quinconces d'arbres, des avenues, avec des demi-lunes, des pièces d'eau extrêmement nombreuses, animées par des jets. C'est notamment ce que l'on voit ici, avec un immense buffet d'eau galbé constellé de jets d'eau, ce qui entraînait un travail de fontainier extrêmement coûteux et extrêmement sophistiqué. Et puis vous le voyez, des bosquets, des allées cavalières, un jardin potager et fruitier, qui permettait aussi d'offrir au gré des saisons l'agrément d'un jardin productif. Bref, un parc tout à fait ambitieux. Ce parc, si l'on en juge le plan que voici, a été dessiné par un architecte de la mer qui n'est jamais venu sur place. Autrement dit, si aujourd'hui vous voulez reproduire le même plan, vous vous rendrez compte que de la Mer a ignoré les contraintes topographiques du site qui ne permettent pas tout à fait de créer ceci. Mais tout de même, il a fourni quelques indications, semble-t-il, qui lui ont permis de commettre cela, notamment pour aménager un canal que vous avez ici. Et je dois vous avouer que ce genre de projet ne peut que nous étonner quand on lit la documentation qui fut réunie au cours du XXe siècle notamment et qui considère la Provence comme une terre tellement pauvre en châteaux et finalement très peu prolixe en matière d'édifices. Le jardin a été en partie créé au XVIIIe siècle, des fouilles archéologiques conduites avec le concours des monuments historiques l'ont prouvé. Voici d'ailleurs, il y a quelques années seulement, ce qu'était ce parc, c'est-à-dire que malgré quelques éléments de reconquête des actuels propriétaires, le parc était redevenu un ensemble de parcelles agricoles qui étaient totalement désaffectées, n'est-ce pas? Et nous allons passer à la diapositive suivante qui va clore notre exposé. Le jardin de Sauvant est en train de retrouver sa trame à la faveur de très très importants travaux. Et vous le voyez, bon, même si ce qui a été envisagé est un peu plus réduit que ce qui était prévu au XVIIIe, on ne va quand même pas reconstituer le bois de Boulogne. La palette végétale également va tenir compte du climat qui évolue évidemment et qui fait qu'on ne pourra pas s'offrir des arbres aussi exigeants en eau. Malgré tout, ce parc est en train de totalement ressortir de terre et je vous invite à y retourner si vous le pouvez parce qu'on prend la mesure de l'importance d'un jardin en complément et en contrepoint d'un édifice de cette qualité.
Et si mes souvenirs sont exacts, voilà, la diapositive qui est ici vous donne l'état à la mi-mars du parc de Sauvant. Autrement dit, cette immense parcelle agricole est en train de redevenir un jardin classique et vous donne une excellente idée de ce goût du faste qui a caractérisé les Provençaux. Madame de Sévigné l'avait déjà dit en découvrant Grignan, puisque quand elle a visité le château de sa fille la première fois, elle a dans une lettre une remarque assez drôle, elle écrit au comte de Guitaut, mais enfin, c'est une ville que ce château, quand nous sommes seuls, nous sommes 100. Étonné par le train de vie, par la domesticité, et puis par l'importance des convives qui sont fêtés et qui viennent effectuer des séjours dans ces demeures. On n'y vient pas pour la soirée, évidemment on y séjourne quelques jours. Mais il est évident que ces châteaux reflètent bien l'ambition d'une société. Et si, et je terminerai par là, on examine leur chronologie, on se rend compte que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la noblesse provençale a fait bâtir des châteaux à frais nouveaux. Parfois même, certains ont été surpris en pleine Révolution, semblant par là même montrer que certains ignoraient cette marche vers l'abîme qu'a constituée la Révolution pour eux et qui va décimer ces propriétaires de châteaux et provoquer des actes de vandalisme très très importants qui nous ont privés d'édifices remarquables. Mais il est évident que si l'on tient compte des édifices qui ont souffert et des quelques exemples qui nous sont parvenus, la Provence peut bien être considérée comme une terre de châteaux et non des moindres. Je vous remercie de votre attention. Merci.